commencer par ça, mais je voudrais féliciter les camarades traducteurs et traductrices. J'espère que vous êtes bien syndiqués. Je voudrais remercier les camarades qui ont organisé cette initiative. Vous remercier aussi d'avoir été généreux en drapeau rouge pour la France. Je ne sais pas si on les mérite à ce point-là en ce moment, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un drapeau rouge planté sur Paris. Et je voulais, au-delà de ça, vous apporter, au nom du nouveau parti anticapitaliste, nos salutations fraternelles à tous les anticapitalistes, à tous les révolutionnaires, et à travers vous, aux classes exploitées, au peuple grec, à la jeunesse grecque, dans son combat pour l'émancipation, contre la Troïka et contre la dictature du capital. Et je voulais vous dire qu'il y a des camarades qui œuvrent et qui vous regardent de près, et qui feront tout ce que vous nous demanderez, pour vous aider dans votre chemin vers l'émancipation jusqu'à la victoire. Et je suis venu vous rappeler notre soutien indéfectible par rapport à cette mobilisation, par rapport à votre lutte, parce que de votre lutte, de l'issue de votre conflit, dépend beaucoup pour nous-mêmes, en France comme dans le reste de l'Europe. Alors pour le sujet qui nous intéresse, je crois que ce que la gauche anticapitaliste et révolutionnaire a à faire ensemble en Europe, j'ai envie de dire que de tout temps, on aurait intérêt à travailler ensemble, à resserrer nos liens. Mais encore plus en ce moment, il y a besoin de travailler au quotidien ensemble, à prendre le temps nécessaire de se connaître et d'avancer ensemble. Parce qu'on est en effet en train de rentrer dans une nouvelle époque, dans une nouvelle ère, dans son incapacité à dépasser la crise de surproduction et de suraccumulation qui la taraude depuis plusieurs années. Le système capitaliste est en pleine restructuration à l'échelle internationale. Et dans cette restructuration internationale, il y a une réorganisation du monde, il y a un basculement historique, il y a des rapports différents entre les puissances impérialistes elles-mêmes, et il y a un déclin de la puissance européenne. Cette crise, elle est globale, elle est économique, elle est sociale, elle est écologique et environnementale, et du coup, c'est propre à l'histoire du capitalisme. Quand on a une crise aussi profonde, on a forcément une autre crise qui va avec. C'est une crise politique majeure qui touche absolument tout le monde. Et cette crise politique, elle est en train de libérer des espaces nouveaux, et vous êtes mieux placés que nous pour le savoir. Pourquoi ? Parce que le jeu de l'alternance électorale est en train de prendre du plomb dans l'aile. Le jeu de l'alternance électorale, c'est ce jeu qui, dans chacun de nos pays, voulait qu'on avait un parti institutionnel social-démocrate qui arrivait au pouvoir. Il se carbonisait, il devenait de plus en plus impopulaire, et à sa suite, un gouvernement de droite prenait le relais, puis se carbonisait à son tour, et se rendait impopulaire. Et pendant ce temps-là, le parti institutionnel social-démocrate avait le temps de se refaire une santé, de retrouver l'énergie pour accéder au pouvoir. Dans la crise politique qu'on est en train de connaître, et particulièrement vous, le temps est en train de s'accélérer. Et du coup, les partis institutionnels n'ont plus le temps de se refaire une santé. Et c'est ça qui libère des espaces politiques nouveaux. C'est vrai en Grèce, ça devient vrai en Espagne, au Portugal, et ça s'invitera progressivement en France et dans toute l'Europe. Sauf que ce jeu-là, il libère des espaces politiques, camarades, pour le meilleur comme pour le pire. Le meilleur, ce serait une voie anticapitaliste, radicale. Le pire, c'est la voie populiste, la voie raciste, la voie de l'extrême droite, qui se développe absolument partout en Europe actuellement. Donc je donnerai que deux responsabilités particulières, du coup, dans ce contexte-là. C'est renouer avec des choses élémentaires qui nous concernent tous, quelles que soient nos filiations politiques. C'est de l'internationalisme et de l'anticapitalisme émancipateur. On est obligé de le faire parce que la crise politique, elle nous touche aussi. On est héritier, qu'on le veuille ou non, du bilan du siècle passé.
le bilan de la social-démocratie au pouvoir, le bilan du stalinisme, qui a discrédité pour une génération entière l'idée même qu'une autre société que le capitalisme était encore possible. Et du coup, dans cette course de vitesse, on n'est malheureusement pas à jeu égal. Alors il faut renouer avec certaines pratiques. L'internationalisme, d'abord. Et je vais commencer par un paradoxe. C'est un paradoxe qui doit tous nous concerner. Le paradoxe, c'est que la mondialisation capitaliste, mais comme j'ai dit qu'ils étaient syndiqués, il n'y a pas de problème. Que la mondialisation capitaliste nous rapproche de fait dans nos souffrances, au-delà des frontières. Dans l'histoire du capitalisme, c'est probablement la première fois qu'à cette échelle-là, on est concerné par les mêmes politiques, les mêmes coûts, les mêmes mesures à peu près au même moment. Et ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai à l'échelle de la planète tout entière. Donc la mondialisation, théoriquement, nous rapproche. Et pourtant, si on est objectif, les pratiques internationalistes du mouvement ouvrier, elles ont peut-être jamais été aussi faibles qu'en ce moment. Donc la première tâche qu'on a tous autant qu'on est, c'est de renouer avec l'internationalisme du mouvement ouvrier. L'internationalisme qui va au-delà de la simple solidarité. L'internationalisme qui va au-delà de la simple sympathie pour un combat. L'internationalisme qui se passe par des pratiques communes. Alors, pour mettre les pieds dans le plat, l'internationalisme, ça ne veut pas dire uniformiser les situations particulières. Par exemple, les questions nationales, bien sûr qu'elles peuvent se poser. Mais les questions nationales, elles ne se posent pas de la même manière dans des pays qui sont en situation de résistance à un système de domination, à la Troïka, à l'Union européenne par exemple, que des pays qui sont au cœur de ce système-là, au cœur des puissances impérialistes. Et pour parler clairement, la question nationale ne se pose pas de la même manière pour vous et pour nous en France. Parce que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, par exemple, je parle la même langue que François Hollande. Je vais un peu casser l'ambiance. Et pourtant, je ne parle pas le même langage que François Hollande. Je parle le même langage que vous. J'utilise les mêmes mots que vous, les mêmes revendications que vous. On a les mêmes causes que vous. Et nous, notre responsabilité en tant qu'anticapitaliste en France, c'est d'être anti-impérialiste et de l'assumer en tant que tel. C'est concrètement, par exemple, s'opposer à la guerre française au Mali. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est de savoir aller à contre-courant de l'opinion. Parce qu'en France, actuellement, on n'est pas nombreux à être contre la guerre française. Il y a ce contexte d'union nationale qui touche la classe politique, l'extrême droite, la droite, la gauche institutionnelle et une partie de la gauche radicale. Notre responsabilité à nous, en tant qu'internationalistes, c'est d'avoir ça en tête. Mais au-delà de ça, c'est comme dans des pays comme la Grèce où la question nationale se pose, c'est de trouver le point d'équilibre entre la question nationale et la question sociale. Et c'est d'avoir en commun un combat qui va au-delà de nos propres frontières. Et ne jamais oublier, et vous, et nous, qu'au final, la seule vraie frontière qu'on reconnaisse, et vous, et nous, c'est la frontière sociale qu'opposent les exploiteurs aux exploités, et pas les frontières géographiques. On est fiers de pouvoir expliquer en France actuellement qu'on a plus de points communs avec les familles grecques qui vont attaquer le Parlement qu'avec des capitalistes français, parce qu'on est internationaliste. Être internationaliste, c'est être aussi antiraciste. Et ne jamais rien lâcher sur ces questions-là. Être pour la liberté de circulation,
relation, l'égalité des droits entre tous. Et puis enfin, c'est donner des perspectives politiques, y compris à l'échelle européenne. Être internationaliste à l'échelle de l'Europe, ça ne veut pas nécessairement dire être internationaliste vis-à-vis des institutions européennes actuelles. On est pour rompre avec les institutions européennes actuelles, sortir des traités existants. Mais à travers nos combats, on est pour donner une perspective de société commune. On a vécu, et vous y êtes pour beaucoup, vous, les Espagnols, les Portugais, on a vécu la première grève générale européenne des peuples de l'Europe au mois de novembre dernier. La première, la vraie, coordonnée. À travers ces échéances-là, on doit évidemment dire qu'il faut coordonner nos luttes, parce qu'on ne gagnera pas les uns derrière les autres. On gagnera ensemble ou on perdra tous ensemble. Et la perspective de nos propositions politiques, c'est celle d'une Europe socialiste. Celle d'une Europe anticapitaliste, où on exproprie les banquiers du système bancaire, où on établisse des services publics européens, où on établisse des droits sociaux européens, basés sur des droits sociaux nationaux plus élevés. Bref, avoir l'Europe des peuples et pas l'Europe des banquiers. C'est une perspective politique. Le deuxième et dernier aspect, c'est l'anticapitalisme. Et ce qui est intéressant pour nous, grâce à votre expérience, c'est qu'en effet, on rentre dans la discussion des travaux pratiques. Parce que actuellement, et c'est une spécificité grecque par rapport au restant de l'Europe, il y a une combinaison de la radicalisation sociale et de la radicalisation politique. Et ça offre des discussions complètement nouvelles. Vous n'imaginez même pas la portée que ça a dans le restant de l'Europe. Parce que pour nous, ça veut dire qu'on peut passer d'une phase défensive, éventuellement à une phase offensive. Et dans le rapport de force, ça peut tout changer. Et la discussion qu'on doit avoir, c'est comment trouver un équilibre, la bonne relation complémentaire, entre un plan d'urgence immédiat, avec une solution de gouvernement anti-austérité, de gouvernement des travailleurs, que vous appelez vous gouvernement de gauche, cette relation de revendication immédiate, avec la perspective de rupture politique, de la construction d'une nouvelle société, d'une société socialiste. Et cette perspective de rupture, il faut en discuter en effet différemment, à partir de la réalité. Mais on est obligé d'en parler. Parce que si la perspective de rupture, on n'en parle pas, que ça soit en Grèce, en France ou ailleurs, les capitalistes, eux, n'oublieront pas de nous en parler, et nous en parler très vite. Si par exemple on croit tous à quelques éléments élémentaires de revendication qu'un gouvernement des travailleurs imposerait, je pense par exemple au partage du temps de travail. Travailler moins pour ceux qui ont un emploi, pour que tout le monde ait un emploi à l'extérieur. Je pense par exemple à une deuxième mesure, l'arrêt des plans d'austérité, des mémorandums, avec du coup l'idée qu'il faut répartir de façon égalitaire les richesses. Une troisième mesure élémentaire, ôter aux banquiers la possibilité de contrôler le système du crédit. Ces trois mesures pour nous, c'est simplement du bon sens, c'est simplement de l'urgence. Mais je vais vous dire, pour les capitalistes, en soi, c'est déjà inacceptable. Et c'est déjà leur déclarer la guerre, et il faut en être conscient. J'étais d'accord avec le camarade tout à l'heure sur la comparaison historique avec l'après-guerre, sur les responsabilités que ça nous donne. À une petite nuance près, c'est que le système capitaliste d'après-guerre et le système capitaliste actuel n'est plus le même. Et le système capitaliste actuel qui est en crise ne peut plus se payer le luxe d'offrir des espaces de compromis sociaux, des espaces de caoutchouc pour éviter la confrontation sociale. C'est pour ça que les solutions keynésiennes ne sont pas
adéquate et ne fonctionne pas dans la situation actuelle, même du point de vue des classes précédentes. Il faut être conscient du degré de rapport de force que ça enclenche. Du coup, ça implique deux choses. D'abord, être convaincu, en effet, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas de solution électorale seule, que c'est le début simplement potentiellement d'un processus. Et que la vraie question qui se pose, c'est comment, ici et maintenant, on permet à un autre type de pouvoir de voir le jour. Comment on permet, ici et maintenant, à avoir une force qui s'organise et qui soit suffisamment puissante pour empêcher les capitalistes qui, de toute façon, ne se laisseront pas faire. Et eux sont organisés à l'échelle européenne. Et ça a des conséquences sociales et politiques, et je terminerai là-dessus, qui sont des questions politiques qui se posent de façon nouvelle maintenant. C'est comment on fait, au-delà des solutions gouvernementales, pour inventer ce nouveau type de pouvoir-là. Et comment on fait, par incidence, pour répondre à un sujet de radicalisation dans la jeunesse qui apparaît partout en Europe. C'est le dégoût de la politique institutionnelle, voire le rejet des partis tels qu'ils sont. Et il y a des réponses anticapitalistes à donner à ces préoccupations sur le terrain de l'émancipation. Comment on fait pour déprofessionnaliser la politique? Comment on fait pour permettre à la majorité de la population de faire irruption sur la scène sociale et politique? Et contester aux politiciens de tous bords le droit de décider pour nous. Parce que, à gauche, il y a aussi cette divergence-là. Il y a des gens qui vivent de la politique, dont la politique est un métier. Et puis il y a les militants. Et derrière tout ça, il y a le projet de société qu'on veut construire. Et pour nous, fondamentalement, quel que soit le nom qu'on donne à cette société-là, que ça soit le socialisme, le communisme, l'autogestion libertaire, ce qui nous importe, nous, ce qui nous préoccupe, nous, c'est que ça soit un fonctionnement démocratique où la majorité décide pour elle-même, s'organise et décide dans tous les domaines, y compris dans les questions économiques. Et jusqu'à présent, on a eu deux types de sociétés. Des sociétés capitalistes et des sociétés bureaucratiques. Et dans les deux cas, c'est une minorité qui décidait pour la majorité. Une minorité d'actionnaires dans le régime capitaliste et une minorité d'apparatchiks et de bureaucrates dans les sociétés totalitaires. Donc le type de nouveau de société qu'il faut construire, c'est une société où la majorité décide pour elle-même. Et donc en mot de la fin, et pour saluer votre combat et vous donner un maximum de soutien, et ce sera aussi une façon de célébrer la mémoire d'un camarade qui nous manque à nous, en tous les cas cruellement, qui s'appelle Daniel Ben Saïd, et donc je voudrais saluer le combat. Daniel, dans un livre sur Walter Benjamin, a eu cette belle formule. Il disait la chose suivante: la politique n'est pas une affaire d'État. Elle est la pensée stratégique du présent. L'impossibilité d'interrompre le cours du temps et de bifurquer vers des sentiers inexplorés. D'une façon de dire que jamais rien n'est écrit d'avance. Donc je vous souhaite de tout cœur de pouvoir explorer dans les semaines et les mois à venir des sentiers qui sont pour nous encore inexplorés, et vous dire que si vous y arrivez, on ne sera pas très loin derrière pour y aller à notre tour.